L'agglomération regroupe 39 communes de Saône-et-Loire et une située dans l'Ain, Saint-Laurent-sur-Saône. Pour savoir comment est organisé le traitement des déchets, nous recevons Alicia Deloin-Mazoyer, responsable cellule accompagnement au changement au sein de la Direction générale adjointe de l'environnement et de l'aménagement du territoire de Mâcon-Beaujolais Agglomération. Bonjour Alicia. Bonjour. Mâcon-Beaujolais Agglomération doit organiser le traitement des déchets de 39 communes. En quoi cela peut-il être compliqué ? Alors, une première difficulté, c'est que ces 39 communes, à l'origine, elles étaient séparées en 2 collectivités qui ont fusionné il y a quelques années. Et du coup, pour le traitement des déchets, nous sommes adhérents encore à 2 syndicats de traitement. Donc ça veut dire qu'il y a une partie de nos déchets qui sont traités dans un syndicat qui est vers Villefranche, en incinération, et l'autre partie qui est traitée vers Chagny, donc vers Châlons, dans un centre d'enfouissement et de méthanisation. Et pour tout ce qui est tri sélectif, là encore, les déchets partent vers un autre établissement qui a un centre de tri qui à l'heure actuelle est dans le Rhône à Chassieux et qui d'ici la fin de l'année sera à Torcy en Saône-et-Loire. Dans l'agglomération, que deviennent les déchets qui ne peuvent pas être recyclés ? Pour les ordures ménagères, j'en parlais juste avant. Donc les ordures ménagères ne se recyclent pas. Il y a une partie donc qui est enfouie. Tout ce qui ne peut pas être transformé en biogaz est enfoui. Et puis pour celles qui sont incinérées, il nous reste ce qu'on appelle des mâches-fer. Et les mâches-fer, on s'en sert pour les mettre en sous-couche sous les routes. Puis pour le tri sélectif, on a toujours une part de ce qu'on appelle les refus. Et donc les refus, eux, sont également incinérés. Et puis tout ce que vous pouvez déposer en déchetterie, la plupart partent en filière de recyclage, mais il y en a toujours une petite partie qu'on appelle les déchets non recyclables qui, elle, va être également enfouie. Quel type d'action mettez-vous en place pour tenter de réduire les ordures ménagères résiduelles ? Beaucoup d'actions, c'est la mission principale en fait de ma cellule. Donc avec mes collègues, nous nous occupons de réduire les déchets. Donc nous mettons en place plein d'actions de sensibilisation auprès des usagers, notamment avec un programme d'animation scolaire. Nous organisons des événements grand public annuels. Donc nous avons Tous au compost, où on parle du compostage. Nous avons l'opération Seconde Vie, où on met en avant tout ce qui est réemploi et puis objets de seconde main. Nous tenons aussi des stands parfois sur des marchés alimentaires, donc de sensibilisation. Nous proposons aussi des ateliers de lutte contre le gaspillage alimentaire ou des ateliers do-it-yourself pour apprendre à fabriquer ses produits cosmétiques, etc. Donc avoir moins de déchets à jeter. Nous communiquons beaucoup sur notre site internet, sur les réseaux sociaux. Nous fournissons aussi des équipements aux usagers, donc pour tout ce qui est compostage. Nous fixons des limites aussi au niveau des quantités de déchets qui sont collectés auprès des professionnels, c'est-à-dire que nous ne les collectons pas plus au-delà de 1320 litres par semaine. Et nous réduisons aussi les fréquences, ce qu'on appelle les fréquences de collecte, c'est-à-dire que sur certaines communes, le camion ne va collecter les ordures ménagères qu'une fois par semaine, ou il n'y a pas encore si longtemps que ça, c'était 2 fois par semaine. Et ça fonctionne parce qu'en 2023, on a eu une baisse de 5% des ordures ménagères. Le système de collecte sélective a changé pour devenir plus simple en 2023. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ? Il y a 2 raisons. La première, c'est que avant, sur le territoire, nous avions des consignes différentes. Donc, vous pouviez tout à fait vivre à la Chapelle de Guinchay et travailler à Mâcon. Et en fait, à la maison, vous mettiez le papier et les cartonnettes dans le bleu, alors que quand vous arriviez sur votre lieu de travail, il fallait les séparer. Donc déjà, on avait des consignes différentes sur le territoire, ce qui nous empêchait de communiquer efficacement. Donc, on a souhaité les uniformiser. Et en fait, on a profité d'une réglementation, donc de ce qu'on appelle l'extension des consignes de tri qui a été mise en place au 1er janvier 2023, donc en France, partout.
Cette extension, en fait, ça veut dire qu'on pouvait mettre plus d'emballages dans le tri sélectif, notamment tous les petits emballages en plastique, les pots de yaourt, les petits emballages de papillotes, etc. Donc on a profité de ce changement de consigne pour se dire, nous, on va uniformiser sur le territoire, comme ça, peu importe où on vit, peu importe où on travaille sur le territoire, on aura tous les mêmes consignes. Donc à l'heure actuelle, nous avons le flux vert pour le verre, ça change pas, c'est comme ça depuis 50 ans. Et nous avons du coup un flux jaune pour tous les emballages et le papier. Donc le flux bleu a disparu du territoire. C'est une réussite parce que les chiffres le montrent. Sur l'année 2023, on a 6% d'augmentation des emballages et des papiers déposés donc dans les colonnes. Que deviennent les plastiques, cartons, papier ou canettes que l'on dépose dans les bacs de tri sélectif ? Donc je le disais en introduction, tout ce qui est tri sélectif, ça part dans un centre de tri. Donc à l'heure actuelle, il est à Chassieux. Quand les déchets arrivent, ils sont mélangés, le camion va les vider. Et ensuite, on a plusieurs étapes successives de tri. Donc on a d'abord des cribleurs mécaniques, donc c'est des gros rouleaux avec des trous et du coup avec le poids, certains déchets vont passer dans des trous plus ou moins gros. Ça va commencer à séparer les déchets par famille. On a aussi maintenant beaucoup de trieurs optiques qui vont détecter la matière. Et donc en fait, petit à petit, le tri se fait par famille. Donc on va avoir d'un côté tout ce qui est papier, de l'autre côté tout ce qui est plastique. À l'intérieur des plastiques, il y a encore un autre tri qui est fait selon les catégories de famille. Tout ce qui va être acier va être mis d'un côté, tout ce qui va être métallique va être mis d'un côté et tout ce qui est refus est mis d'un autre côté. En fin de chaîne, vous avez toujours une partie de tri humain, donc c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont affiner ce tri. Le dernier geste de tri est fait par des personnes. Et ensuite, quand tout est regroupé par famille, on les compacte, on forme des balles, donc des grosses balles, et après, c'est des camions qui viennent les chercher. Et ces camions travaillent pour des repreneurs, et ces repreneurs vont ensuite, eux, amener ces déchets sur des usines de transformation. Et à partir de là, on va pouvoir fabriquer de nouveaux produits. Pourquoi certains déchets doivent-ils impérativement être apportés en déchetterie ? De par leur nature, donc leur dangerosité notamment. Donc tous les produits dangereux doivent être déposés en déchetterie, on ne doit pas les retrouver dans les ordures ménagères ou dans le tri sélectif. De par leur volume aussi, donc tout ce qui est encombrant, tout ce qui ne va pas passer dans une bouche de colonne et qui n'est pas recyclable, tout ce qui ne tient pas dans le sac d'ordures ménagères. Je vous prends un exemple. Si vous cassez un petit objet, je sais pas moi, une assiette ou un verre, ça fait des petits morceaux, vous pouvez les mettre dans le sac d'ordures ménagères. Par contre, si vous avez un vieux canapé, vous n'allez pas le déposer sur votre trottoir en attendant que le camion passe. Ça rentrera pas dans le camion et le camion n'est pas fait pour ça. Donc tout ce qui est volumineux, dangereux, doit être déposé en déchetterie. Et puis en déchetterie, vous avez d'autres filières ensuite de recyclage. Donc pour tout ce qui est métaux, tout ce qui est bois, tout ce qui est déchets verts. Voilà. Donc après, tous ces déchets vont partir sur des filières de valorisation spécifiques. Pour aller en déchetterie, il faut être préenregistré. Pouvez-vous nous expliquer à quoi ça sert ? N'avez-vous pas peur que cela ne décourage certaines personnes ? Déjà, les déchetteries, donc on en a 6 sur le territoire, elles sont réservées aux habitants du territoire. Donc le fait de les enregistrer, ça nous permet de vérifier qu'effectivement la personne habite bien une des 39 communes du territoire. Ensuite, on a un nombre de passages annuels. Donc on a 52 passages, donc ça fait un passage par semaine. C'est quand même assez sympa, c'est-à-dire qu'on ne va pas toutes les semaines à la déchetterie en général, donc c'est quand même assez large, sachant qu'on est assez ouvert. On peut adapter aussi parfois le nombre d'entrées dans des cas exceptionnels. Je ne sais pas, par exemple, il survient un décès dans une famille, il faut vider la maison, on va y aller plusieurs fois. Donc nous, on s'adapte aussi par rapport à ça. Mais du coup, on a les usagers avant au téléphone. Ça nous permet aussi de faire la distinction entre particuliers et professionnels, parce que les déchetteries sont ouvertes aux particuliers et non pas aux professionnels, où les professionnels, c'est sur condition et eux, ils doivent payer, c'est facturer le dépôt des déchets, parce qu'ils ont d'autres obligations qui sont différentes de celles des usagers. Et en fait, non, ça ne décourage pas parce que nos déchetteries sont très bien fréquentées. On n'a pas de difficulté avec ce système-là qui fonctionne très bien maintenant depuis plusieurs années. Êtes-vous souvent confronté à des dépôts sauvages sur notre territoire ? Et si oui,
Que faites-vous pour lutter contre ce phénomène ? Oui, malheureusement, nous sommes confrontés à des dépôts sauvages. MBA travaille en collaboration avec les communes pour enlever les dépôts sauvages, donc notamment ceux qui sont au pied des points d'apport volontaire, donc c'est les colonnes en fait. MBA aussi aide les communes à s'équiper en dispositifs de vidéosurveillance. Voilà, après on passe nous aussi par des campagnes de sensibilisation via Internet, les réseaux sociaux, etc. C'est triste à dire, mais effectivement, il y a toujours des dépôts sauvages. Depuis le 1er janvier 2024, les collectivités ont l'obligation légale d'apporter une solution à tous leurs habitants pour recycler leurs déchets végétaux. Qu'avez-vous mis en place au sein de Mâcon-Beaujolais Agglomération ? Alors, je vais juste apporter une précision à votre question. On ne parle pas que de déchets végétaux, en fait, on parle de biodéchets. Donc les biodéchets, c'est tout ce qui est une matière organique en fait et qui va, en se dégradant, se transformer en engrais, donc qu'on appelle le compost. MBA développe des solutions sur le territoire déjà depuis assez longtemps, avant même la fusion de Mâconnais-Beaujolais Agglomération. Depuis 2007, donc la collectivité et la précédente vendaient, et donc on vend encore actuellement des composteurs individuels. Donc ça, c'est pour les personnes qui résident en maison, pour les inciter à composter leurs épluchures, leur reste de repas à la maison. Donc à l'heure actuelle, on a équipé plus de 4800 foyers, sachant qu'il y a des personnes qui ont un jardin, une maison et qui n'ont pas forcément acheté un équipement auprès de nous, donc qui compostent déjà. Et puis on développe aussi ce qu'on appelle le compostage partagé. Donc là, c'est plus pour des quartiers ou des centres de village. Donc on met en place un site où les usagers auront accès pour venir déposer leurs biodéchets. Sur le territoire, nous en avons actuellement 135, donc ce qui est très bien. C'est un dispositif qui est mis en place depuis 2012. Et l'année dernière, tout ça confondu, ça nous a permis de détourner 850 tonnes de biodéchets de nos ordures ménagères. Donc c'est 850 tonnes qui ne se sont pas retrouvées dans les sacs noirs, dans les poubelles. Merci à Alicia Deloin-Mazoyer, responsable cellule accompagnement au changement au sein de la Direction générale adjointe de l'environnement et de l'aménagement du territoire de Mâcon-Beaujolais Agglomération. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet mb-aglo.com.